Dans un royaume où la force décide du destin des hommes, un seul murmure du roi suffit pour bouleverser des vies entières. Ce jour-là, quand sa voix résonna dans la grande salle de pierre, quelque chose se brisa. Non pas une loi, non pas une épée, mais um coração silencieux que ninguém sabia que existia. A partir desse momento, cada olhar, cada gesto, cada respiração seria vigiada, julgada, temida. Personne ne imaginait que, derrière les rires légers d'un bouffon vêtu de couleurs vives, se cachait une vérité capable de renverser tout un reino. Il n'avait ni titre, ni armure, ni privilège. Pourtant, ce qu'il portait au fond de lui valait bien plus que toutes les couronnes réunies. Et lorsque les yeux de la princesse croisèrent les siens, une fissure imperceptible s'ouvrit dans l'ordre implacable que tous os poderosos jurent avant protéger. Ce que personne ne pouvait prévoir, c'est que o destino do reino inteiro dependeria justamente daquele que nunca deveria ter contado para nada. Et au moment précis où la première trompette retentit, quelque chose d'impensable aconteceu. Quelque chose que le roi jamais avait prévu. Le grand hall du château de Valençay baignait dans une lumière dorée en cette fin d'après-midi d'automne. Les torches murales crépitaient doucement, projetant des ombres dansantes sur les tapisseries qui racontaient des siècles de gloire et de conquête. Milo se tenait dans l'ombre d'une colonne de pierre, ses habits multicolores de bouffon contrastant cruellement avec la solennité du moment. Son cœur battait si fort qu'il craignait que les nobles assemblés ne l'entendent. Quelque chose d'étrange flottait dans l'air ce soir-là, une tension presque palpable qui lui serrait la gorge. Il l'avait senti dès le matin, lorsque les serviteurs avaient commencé à préparer le hall avec une urgence inhabituelle, leur visage grave trahissant une inquiétude qu'ils tentaient vainement de dissimuler. Depuis 17 ans, depuis ce terrible hiver où ses parents avaient péri dans l'incendie qui avait ravagé leur modeste demeure à la lisière du royaume, Milo avait appris à lire les signes invisibles. Il n'avait que 7 ans alors, un enfant tremblant dans la neige, regardant les flammes dévorer tout ce qu'il avait connu. C'était Gaston, l'artisan du château, qu'il avait trouvé 2 jours plus tard, errant dans les ruelles glacées de la ville basse, affamé et à demi gelé. L'homme l'avait adopté, lui avait donné un toit, et lorsque Milo avait découvert son talent pour faire rire, le roi lui-même avait ordonné qu'il devienne le bouffon de la cour. Mais derrière les pirouettes et les plaisanteries, se cachait un jeune homme de 24 ans doté d'une intelligence aiguë et d'une sensibilité que peu soupçonnaient. Les trompettes retentirent, soudain, arrachant Milo à ses pensées. La foule des courtisans se tut instantanément. Le roi Godric fit son entrée, sa cape pourpre traînant sur le sol de marbre, sa couronne étincelant sous la lumière des chandelles. C'était un homme imposant, au visage buriné par des décennies de règne, dont le regard d'acier pouvait glacer le sang des plus braves chevaliers. Mais ce soir, Milo décelait quelque chose de différent dans ses yeux. Une détermination froide, presque désespérée, qui ne présageait rien de bon. Derrière le roi marchait la princesse Séraphine, et le souffle de Milo se coupa. Elle était vêtue d'une robe de velours bleu nuit, brodée de fils d'argent, qui captaient la lumière à chacun de ses pas. Ses cheveux noirs cascadaient sur ses épaules comme une rivière de soie, encadrant un visage d'une beauté à couper le souffle, des pommettes hautes, des lèvres pleines teintées de rose. Et ses yeux verts émeraude qui avaient hanté ses rêves depuis 10 ans. Mais ce qui bouleversa Milo jusqu'au plus profond de son âme, ce fut l'expression de son visage. Ses traits habituellement lumineux étaient figés dans un masque de résignation, et lorsque son regard balaya la salle, cherchant désespérément quelque chose, ou quelqu'un, Milo comprit qu'elle savait. Elle savait ce qui allait être annoncé. Leurs regards se croisèrent pendant une fraction de seconde, et dans cet instant infinitésimal, tout un monde de souvenirs déferla sur Milo. Il revit la première fois qu'il l'avait aperçue, 10 ans auparavant, alors qu'elle n'était qu'une enfant de 8 ans cachée derrière les lourdes tentures du grand hall, observant avec fascination ses numéros de jonglerie. Il se souvint de leur premier échange, quelques jours plus tard dans les jardins secrets du château, lorsqu'elle lui avait confié qu'elle se sentait prisonnière derrière ses murs dorés. Depuis, ils s'étaient retrouvés en secret, défiant tous les protocoles, partageant leurs rêves, leurs peurs, leurs espoirs. Et au fil des années,
L'amitié innocente s'était transformée en quelque chose de plus profond, de plus dangereux, de plus impossible. Le regard de Séraphine contenait maintenant un message silencieux que Milo déchiffra avec terreur. « Pardonne-moi ». Puis elle détourna les yeux, et le jeune homme sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. Le roi leva la main réclamant un silence absolu. Sa voix, grave et autoritaire, résonna dans le hall comme un coup de tonnerre. « Noble seigneur, dame de la cour, chevalier et citoyen de Valençay, je vous ai convoqué ce soir pour une annonce qui façonnera l'avenir de notre royaume. » Il marqua une pause dramatique, laissant la tension monter. Depuis des générations, notre lignée a prospéré grâce à la force et au courage de nos guerriers. Aujourd'hui, face aux menaces qui pèsent sur nos frontières, j'ai décidé que ma fille, la princesse Séraphine, épousera celui qui se révélera être le guerrier le plus fort de notre royaume. Un murmure choqué parcourut l'assemblée comme une vague déferlante. Les dames de la cour portèrent leurs mains à leur bouche, les nobles échangèrent des regards stupéfaits, et les chevaliers se redressèrent, leurs yeux brillants d'une ambition soudaine. Milo, lui, resta pétrifié, incapable de respirer, incapable de penser. Ce n'était pas possible, c'était un cauchemar. « Un tournoi sera organisé dans 3 jours, continua le roi, imperturbable. Tous les hommes du royaume en âge de combattre pourront y participer. Les épreuves testeront non seulement la force physique, mais aussi le courage, l'intelligence stratégique et la noblesse de caractère. Le vainqueur obtiendra la main de ma fille et deviendra prince consort de Valençay. » Séraphine vacilla légèrement, et une dame de compagnie se précipita pour la soutenir. Mais la princesse se redressa avec dignité, son visage désormais aussi pâle que les perles qui ornèrent sa gorge. Milo vit ses lèvres trembler imperceptiblement, vit ses mains se crisper sur les plis de sa robe. Il aurait voulu se précipiter vers elle, la prendre dans ses bras, la protéger de cette sentence cruelle. Mais il n'était que le bouffon, l'amuseur, l'invisible. Que pouvait-il faire contre le décret d'un roi? Les réactions fusaient maintenant de toutes parts. Sir Aldren, le champion favori des joutes, un homme de 30 ans au physique impressionnant et au charisme indéniable, s'avança avec un sourire confiant. « Majesté, c'est un grand honneur. Je participerai avec fierté à ce tournoi et je promets de défendre notre royaume avec la même ardeur que je défendrai votre fille. » D'autres chevaliers s'avancèrent à leur tour, proclamant leurs intentions, chacun tentant de surpasser l'autre dans leurs déclarations de loyauté et de bravoure. Milo observait la scène avec un mélange de rage impuissante et de désespoir. Comment le roi pouvait-il faire cela à sa propre fille? Comment pouvait-il la réduire à un simple trophée à gagner? Et Séraphine, sa douce et courageuse Séraphine, se tenait là, droite et digne. Mais Milo voyait l'horreur dans ses yeux, la façon dont ses épaules s'affaissaient sous le poids de cette nouvelle réalité. Puis, comme si la soirée ne pouvait devenir plus surréaliste, un page s'approcha de Milo en lui tendant un parchemin scellé. Le jeune bouffon le prit d'une main tremblante, le cœur battant à tout rompre. Il brisa le sceau et déroula le parchemin, ses yeux parcourant rapidement les lignes écrites dans une calligraphie élégante. Ce qu'il lut le figea sur place, vidant ses poumons de tout air. C'était la liste officielle des participants au tournoi. Et là, entre le nom de noble chevalier et de guerrier redoutable, inscrit de la même encre noire que les autres, se trouvait son nom, Milo, bouffon de la cour de Valençay. Ses mains se mirent à trembler si violemment qu'il faillit laisser tomber le parchemin. C'était impossible, absurde. Il n'avait jamais manié une épée de sa vie, n'avait jamais participé à une joute, n'avait jamais revendiqué la moindre prouesse martiale. Qui avait inscrit son nom? Et surtout pourquoi? Un rire hystérique menaça de s'échapper de sa gorge. Le bouffon participant à un tournoi pour gagner la main d'une princesse, quelle ironie cruelle! Le royaume entier se moquerait de lui. Mais alors qu'il levait les yeux vers l'estrade royale cherchant désespérément une explication, son regard croisa de nouveau celui de Séraphine. Et ce qu'il vit dans ses yeux verts le terrassa. Ce n'était pas de la pitié ni de l'embarras, c'était de l'espoir. Un espoir fragile, désespéré, mais un espoir néanmoins. Ses lèvres formèrent silencieusement un seul mot, un mot que personne d'autre ne pouvait voir, un mot destiné uniquement à lui. « S'il te plaît ». Le monde sembla s'arrêter de tourner autour de Milo.
Dans ce hall rempli de chevaliers arrogants et de nobles cupides, dans ce royaume qui le considérait comme un simple amuseur, une vérité éclatante s'imposa à lui. Il n'avait jamais eu le choix. Depuis le jour où une petite fille aux yeux verts l'avait regardé avec émerveillement alors qu'il jonglait avec des pommes, depuis le jour où elle lui avait confié ses secrets dans le jardin secret, depuis le jour où il avait compris qu'il l'aimait plus que sa propre vie, son destin était scellé. Il participerait à ce tournoi. Non pas parce qu'il croyait pouvoir gagner, comment le pourrait-il contre des guerriers aguerris, mais parce qu'elle le lui demandait. Parce que même si c'était futile, même si c'était ridicule, même si cela devait le couvrir de honte, il ne pouvait pas la laisser affronter seule ce cauchemar. Alors que la foule commençait à se disperser, discutant avec animation de cet événement extraordinaire, Milo resta immobile dans l'ombre de sa colonne, le parchemin serré contre sa poitrine. 3 jours. Il avait 3 jours pour accomplir l'impossible. 3 jours avant que sa vie, et celle de la femme qu'il aimait, ne bascule à jamais dans l'inconnu. La nuit était tombée sur Valenseille, enveloppant le château d'un manteau d'obscurité percé seulement par la lueur tremblante des torches. Milo se tenait devant la fenêtre étroite de sa modeste chambre dans la tour nord, celle réservée aux serviteurs et aux amuseurs de la cour. Le parchemin avec son nom inscrit reposait sur la table de bois brut derrière lui, accusateur et mystérieux. Mais ce n'était pas l'annonce du tournoi qui hantait son esprit en cet instant. C'étaient les souvenirs, remontant à la surface comme des fantômes qu'il avait longtemps tenté d'enterrer. L'hiver de ses 7 ans demeurait gravé dans sa mémoire avec une clarté douloureuse. Il se souvenait du froid mordant qui transperçait ses vêtements déchirés, de la fumée âcre qui lui brûlait les poumons tandis qu'il regardait les flammes oranges et rouges dévorer la petite maison de pierre où il avait vécu toute sa courte existence. Ses parents, des artisans modestes mais aimants, avaient péri dans cet incendie déclenché par une chandelle renversée pendant leur sommeil. Milo avait survécu uniquement parce qu'il dormait dans le grenier cette nuit-là, et qu'un voisin l'avait tiré des décombres fumants, alors que l'aube se levait sur les ruines de sa vie. Les jours qui suivirent restaient flous dans sa mémoire, un tourbillon de faim, de froid et de solitude. Il avait erré dans les ruelles glacées de la ville basse, mendiant quelques morceaux de pain rassis, dormant sous des porches, ses petites mains bleues de froid. Puis Gaston l'avait trouvé, recroquevillé contre le mur d'une écurie, tremblant de fièvre. L'artisan du château, un homme au cœur généreux malgré son apparence bourrue, l'avait emmené chez lui, l'avait nourri, soigné et finalement adopté. « Tu as survécu pour une raison, petit », lui disait-il souvent. « La vie te réserve quelque chose de spécial. » 2 ans plus tard, alors que Milo avait 9 ans et vivait désormais dans l'enceinte du château, aidant Gaston dans son atelier de menuiserie, il découvrit son don pour faire rire. C'était lors d'un banquet royal où il avait accidentellement trébuché en portant des outils, effectuant une cascade involontaire qui avait fait éclater de rire toute la cour. Le roi Godric lui-même avait ri aux larmes et avait déclaré que cet enfant avait un talent naturel qui devait être cultivé. Ainsi, Milo était devenu l'apprenti bouffon, puis à 14 ans, le bouffon officiel de la cour. C'était à cet âge précis que tout avait changé. Un après-midi d'été, alors qu'il répétait ses numéros de jonglerie dans le grand hall vide, il avait entendu un petit rire cristallin. Se retournant, il avait découvert une fillette de 8 ans, aux yeux d'un vert extraordinaire, cachée derrière les lourdes tentures de velours pourpre. Elle portait une robe simple, mais la finesse de ses traits et le diadème discret dans ses cheveux trahissaient son identité, la princesse Séraphine. « Tu n'as pas peur de te faire gronder ?» avait-il demandé, surpris de la trouver seule et sans escorte. Les enfants royaux ne se promenaient jamais sans leur cortège de gouvernantes et de gardes. « Je m'ennuie toujours avec eux », avait-elle répondu avec une franchise désarmante. « Ils ne me laissent jamais jouer, jamais courir, jamais rire vraiment. Mais toi, tu es amusant. Apprends-moi à jongler ?» Ce fut le début d'une amitié improbable et secrète. Séraphine se glissait hors de ses appartements dès qu'elle le pouvait, retrouvant Milo dans les recoins cachés du château, les jardins secrets derrière la chapelle, la bibliothèque abandonnée de la Touraie, les écuries à l'heure où les palefreniers déjeunaient. Ils partageaient des confidences que ni l'un ni l'autre ne pouvaient confier à quiconque. Elle lui parlait de la solitude dorée de sa vie de princesse, des attentes écrasantes qui pesaient sur ses jeunes épaules.
de son désir de liberté. Lui racontait la douleur de la perte, la gratitude envers Gaston, ses rêves d'être plus qu'un simple amuseur. Au fil des années, tandis que Séraphine grandissait et se transformait en une jeune femme d'une beauté époustouflante, leurs sentiments évoluèrent. Milo ne pouvait plus nier ce qui battait dans sa poitrine chaque fois qu'il la voyait. Et dans les regards que Séraphine lui lançait, dans la façon dont sa main s'attardait sur la sienne quand ils se retrouvaient, il osait croire qu'elle ressentait la même chose. Mais il n'en parlait jamais. Comment l'aurait-il pu? Lui n'était qu'un bouffon, un orphelin sans nom ni titre. Elle était la fille du roi, promise à un grand destin politique. Il y avait 6 mois, le coup de grâce était tombé. Le roi avait annoncé en conseil privé, dont Milo avait surpris les échos en se cachant derrière une porte, que Séraphine serait fiancée au prince héritier du royaume voisin d'Aralion, scellant ainsi une alliance stratégique cruciale. Séraphine avait pleuré cette nuit-là dans les bras de Milo, dans leur refuge secret du jardin. « Je ne veux pas partir », avait-elle murmuré contre son épaule. « Je ne veux pas épouser un étranger. Je veux… » Elle n'avait pas terminé sa phrase, mais Milo avait compris. Il l'avait serrée plus fort, gravant dans sa mémoire la sensation de ses cheveux contre sa joue, le parfum de jasmin qui émanait d'elle, la chaleur de son corps contre le sien. Un coup brusque à la porte arracha Milo à ses souvenirs. Son cœur bondit dans sa poitrine. Avant qu'il puisse répondre, la porte s'ouvrit violemment et 2 gardes royaux entrèrent, leur armure cliquetant dans le silence de la nuit. « Le roi Godric exige ta présence immédiate », déclara le plus grand des deux, son visage impassible. « Suis-nous. » Milo sentit ses jambes se dérober sous lui. Une audience privée avec le roi, à cette heure, cela ne présageait rien de bon. Tandis qu'il suivait les gardes à travers les couloirs sombres du château, son esprit tournait à toute vitesse. Le roi avait-il découvert ses rencontres secrètes avec Séraphine? Allait-il être banni? Emprisonné? Pire encore? Chaque pas résonnait comme un glas funèbre. Ils arrivèrent devant les imposantes portes du cabinet privé du roi. Les gardes frappèrent 3 fois, et une voix grave ordonna « Entrez !» Milo pénétra dans la pièce, ses jambes tremblantes. Le roi Godric se tenait près de la cheminée, son profil éclairé par les flammes dansantes. Sur son bureau massif reposaient des documents scellés, et Milo aperçut, avec un frisson glacé, le sceau d'Aralion sur l'un d'eux. « Vous vouliez me voir, Majesté ?» parvint à articuler Milo, sa voix à peine audible. Le roi se retourna lentement, et son regard perçant transperça le jeune homme jusqu'à l'âme. Le silence dans le cabinet royal était si pesant que Milo entendait les battements frénétiques de son propre cœur. Le roi Godric l'observait avec une intensité qui lui donnait envie de fuir, mais ses pieds semblaient cloués au sol. Les flammes de la cheminée projetaient des ombres mouvantes sur le visage buriné du monarque, accentuant les rides profondes qui témoignaient de décennies de décisions difficiles et de fardeaux royaux. « Approche, Milo », ordonna le roi d'une voix dépourvue de la chaleur habituelle qu'il réservait aux bouffons lors des banquets. Ce n'était pas une invitation, c'était un commandement. Milo s'avança d'un pas hésitant, ses habits multicolores paraissant ridicules dans la solennité de cette pièce tapissée de cartes militaires et de portraits d'ancêtres austères. Le roi se détourna pour saisir une carafe de vin posée sur une console de marbre. Il remplit lentement 2 coupes en argent ciselé, un geste qui surprit Milo. Jamais un roi n'offrait à boire à un simple bouffon. Godric lui tendit l'une des coupes, et Milo la prit d'une main tremblante, n'osant pas boire avant que le souverain ne le fasse. « Tu te demandes pourquoi ton nom figure sur la liste des participants au tournoi », déclara le roi. Ce n'était pas une question mais une affirmation. Il but une longue gorgée de vin, ses yeux ne quittant jamais le visage de Milo. « C'est moi qui l'ai fait inscrire. » Le choc parcourut Milo comme un coup de fouet. La coupe faillit lui échapper des mains. « Majesté, je ne comprends pas. Je ne suis qu'un bouffon. Je n'ai aucune compétence martiale, aucune formation. »« Je sais exactement ce que tu es », l'interrompit le roi sèchement. Il contourna son bureau et s'appuya contre celui-ci, croisant les bras sur sa poitrine massive. « Tu es intelligent, observateur, et bien plus courageux que tu ne le crois. Et surtout, il marqua une pause lourde de sens. Tu es celui que ma fille regarde avec des yeux qui ne mentent pas.
Le sang de Milo se glaça dans ses veines. Ils avaient été découverts. Toutes ces années de précaution, de rencontres secrètes, de regards volés, tout cela avait été en vain. Le roi savait. Milo sentit ses genoux fléchir, et seule sa volonté l'empêcha de s'effondrer sur le sol de pierre. « Majesté, je peux expliquer ?» Silence. La voix du roi claqua comme un fouet. Il se redressa de toute sa hauteur imposante, et pour la première fois, Milo vit quelque chose d'inattendu dans ses yeux. Non pas de la colère, mais quelque chose qui ressemblait presque à du regret. « Tu crois que je suis aveugle ? Que je n'ai pas remarqué les absences de ma fille, ses sourires secrets, la façon dont elle s'illumine quand tu entres dans une pièce ? Je suis roi, Milo, pas imbécile. » Un long silence suivit, pendant lequel Milo crut que son cœur allait exploser. Puis le roi retourna vers la cheminée, fixant les flammes comme s'il y cherchait des réponses. « Le royaume d'Aralion nous menace de guerre si nous ne scellons pas cette alliance par le mariage. Leur armée est 3 fois supérieure à la nôtre. Leurs frontières touchent les nôtres au nord et leurs espions ont déjà infiltré nos villes. Sans cette union, Valençay tombera avant le prochain hiver. » Milo écouta, paralysé par la gravité de ces révélations. Le roi se retourna vers lui et cette fois, son visage trahissait une vulnérabilité que personne à la cour n'avait jamais vue. « Mais je suis aussi un père, Milo. Un père qui a vu sa fille perdre sa joie de vivre depuis l'annonce de ses fiançailles. Un père qui sait que le bonheur ne peut être sacrifié sur l'autel de la politique sans conséquences terribles. Alors pourquoi ce tournoi ? Demanda Milo, sa voix tremblante mais portée par un espoir soudain qu'il n'osait pas nommer. Le roi s'approcha de son bureau et posa sa main sur l'un des documents scellés. Parce que les lois anciennes de Valençay stipulent qu'une princesse royale peut être libérée de tout engagement antérieur si un tournoi public désigne un champion plus digne. C'est une loi oubliée, inscrite dans nos textes fondateurs il y a 2 siècles. Le prince d'Aralion ne peut pas la contester sans risquer de perdre la face devant tous les royaumes voisins. Milo sentit son esprit tourbillonner. « Mais Majesté, comment pourrais-je gagner contre des guerriers aguerris ? Sir Aldren est le champion de 5 tournois, Le tournoi ne testera pas uniquement la force brute, l'interrompit le roi. Il évaluera le courage, l'intelligence, la stratégie, la noblesse de caractère. J'ai conçu les épreuves personnellement. Sir Aldren est fort, certes, mais il est aussi arrogant et prévisible. Toi, tu as survécu à la perte de tes parents. Tu as prospéré dans un monde qui te méprisait. Tu as gagné l'amour d'une princesse non pas par ta position mais par ton âme. Cela vaut plus que 1000 muscles. » Un long silence tomba. Milo regardait le roi avec un mélange d'incrédulité et d'émerveillement. « Vous m'aidez ? Je donne à ma fille une chance de choisir son propre destin. » répondit le roi doucement. « Mais comprends bien ceci, Milo. Tu dois gagner ce tournoi par tes propres mérites. Je ne peux pas truquer les épreuves en ta faveur sans éveiller les soupçons. Tu participeras, tu te battras, et si tu échoues, sa voix se durcit. Si tu échoues, Séraphine épousera le vainqueur, et tu devras quitter le château pour toujours. C'est le prix de cette opportunité. » Milo déglutit difficilement. L'ampleur de ce qui était en jeu lui coupait le souffle. 3 jours. Il avait 3 jours pour se préparer à affronter les meilleurs guerriers du royaume. 3 jours pour accomplir l'impossible. 3 jours pour gagner le droit d'aimer celle qui faisait battre son cœur. « Le tournoi aura lieu après-demain à l'aube, » continua le roi en se dirigeant vers la porte. « Je te conseille de bien te reposer. Et Milo ?» Il se retourna une dernière fois, son regard impénétrable. « Si tu aimes vraiment ma fille, prouve-le. Prouve-le au monde entier. » Les gardes ouvrirent les portes, signalant que l'audience était terminée. Milo s'inclina maladroitement et sortit, ses jambes tremblantes le portant à peine. Dans le couloir faiblement éclairé, il s'appuya contre le mur de pierre froide, tentant de reprendre son souffle. Son esprit était un chaos de pensées contradictoires. Le roi savait, le roi l'aidait. Mais pourquoi ? Était-ce vraiment de l'amour paternel, ou y avait-il autre chose ? Alors qu'il commençait à marcher vers sa chambre, une silhouette émergea de l'ombre. Milo sursauta, mais son cœur bondit de joie en reconnaissant Séraphine. Séraphine se tenait dans la pénombre du couloir, enveloppée d'une cape sombre qui dissimulait sa silhouette royale.
La lueur vacillante d'une torche murale projetait des reflets dorés sur ses cheveux noirs défaits qui cascadaient librement sur ses épaules. Ses yeux verts brillaient d'une intensité fiévreuse, mélange de peur, d'espoir et de quelque chose de plus profond que Milo n'osait pas nommer. Sans un mot, elle lui saisit la main, ses doigts fins et froids s'entrelaçant aux siens, et l'entraîna rapidement à travers un dédale de couloirs déserts. Ils coururent en silence, leurs pas étouffés par les épais tapis qui recouvraient les sols de pierre. Milo connaissait ces passages secrets mieux que quiconque après des années à explorer le château. Mais ce soir, guidé par Séraphine, chaque tournant semblait chargé d'une urgence nouvelle, d'un danger imminent. Son cœur battait la chamade, non pas à cause de l'effort physique, mais par la proximité de la jeune femme, par la chaleur de sa main dans la sienne, par le parfum de jasmin qui émanait d'elle et qui l'enivrait. Ils arrivèrent finalement à la salle des Tapsaries anciennes, une pièce oubliée dans l'aile ouest du château où personne ne venait jamais. C'était leur refuge depuis des années, l'endroit où ils pouvaient être simplement eux-mêmes, sans protocole ni regards inquisiteurs. Les murs étaient couverts de tapisseries représentant des scènes de chasse médiévales, leurs couleurs fanées par le temps donnant à l'ensemble une atmosphère de mélancolie éternelle. Une petite fenêtre en arc laissait entrer un rayon de lune argentée qui illuminait faiblement la pièce. Séraphine referma la porte derrière eux et s'y adossa, haletante. Pendant un long moment, ils se regardèrent simplement, le poids de tout ce qui restait non dit entre eux comprimant l'air de la pièce. Puis soudainement, Séraphine éclata en sanglots. Ses épaules tremblèrent violemment tandis que des larmes roulaient sur ses joues parfaites. Milo franchit instantanément la distance qui les séparait et la prit dans ses bras, la serrant contre lui avec une tendresse désespérée. « Je suis tellement désolée » murmura-t-elle contre sa poitrine, sa voix brisée par les pleurs. « Tellement désolée, Milo. Je ne savais pas que mon père ferait cela. Je ne savais pas qu'il t'inscrirait au tournoi. C'est de la folie pure. Tu vas te faire blesser, peut-être même tuer, et tout cela à cause de moi. » « Chut !» souffla Milo en caressant doucement ses cheveux, sentant son propre cœur se déchirer en 1000 morceaux face à sa détresse. « Rien de tout cela n'est ta faute, Séraphine, rien. » Il recula légèrement pour pouvoir la regarder dans les yeux, essuyant délicatement ses larmes avec ses pouces. « Écoute-moi, je viens de voir ton père. Il m'a tout expliqué. » Séraphine leva vers lui des yeux élargis par la surprise et l'incompréhension. « Mon père, que t'a-t-il dit » Milo prit une profonde inspiration et lui raconta tout. Les menaces d'Aralion, la loi ancienne permettant à un champion de tournoi d'annuler les fiançailles antérieures, les vraies motivations du roi. À mesure qu'il parlait, il voyait les émotions défiler sur le visage de Séraphine. L'incrédulité, puis la compréhension, et finalement une lueur d'espoir fragile mêlée de terreur. « Il sait, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Il sait pour nous. » « Depuis longtemps apparemment, » confirma Milo avec un sourire triste. « Nous n'avons pas été aussi discrets que nous le pensions. » Séraphine porta une main à sa bouche, ses yeux s'emplissant de nouvelles larmes. Mais cette fois, c'était différent. Ce n'était plus du désespoir pur, mais un mélange complexe d'émotions. « Il fait cela pour moi, » réalisa-t-elle. « Il risque une guerre, il défie les conventions, il met en péril tout ce qu'il a construit, pour me donner une chance d'être heureuse. C'est ce que font les pères qui aiment leurs filles, » dit doucement Milo. Puis sa voix se fit plus grave, plus déterminée. « Et c'est ce que font les hommes qui aiment les femmes qu'ils ne peuvent pas vivre sans respirer. Séraphine, je vais participer à ce tournoi. Je vais me battre de toutes mes forces, même si les chances sont contre moi. »« Mais Sœur Aldren » commença Séraphine. « Sœur Aldren n'a pas ce que j'ai, » l'interrompit Milo avec une conviction qui le surprit lui-même. « Il n'a pas 10 ans de souvenirs avec toi. Il n'a pas connu la petite fille qui se cachait derrière les rideaux pour regarder un bouffon jongler. Il n'a pas partagé tes rêves, tes peurs, tes espoirs. Il ne sait pas que tu détestes les soirées formelles, mais que tu adores les nuits d'été sous les étoiles. Il ne connaît pas le son de ton rire quand tu es vraiment heureuse, ni la façon dont tes yeux s'illuminent quand tu parles des livres que tu as lus en secret dans la bibliothèque interdite. » Séraphine le regardait maintenant avec une intensité qui lui coupait le souffle. Ses lèvres tremblaient, et des larmes continuaient de couler sur ses joues, mais son regard était différent. Il y avait de l'amour là,
un amour profond et inconditionnel qu'elle n'avait jamais osé exprimer avec des mots. « Je t'aime, Milo », dit-elle soudainement, sa voix ferme malgré les larmes. « Je t'aime depuis que j'ai 14 ans et que j'ai compris que ce que je ressentais n'était plus de l'amitié. Je t'aime avec une force qui me terrifie, et l'idée de te perdre, que ce soit dans ce tournoi ou parce que je serais forcé d'épouser un autre, me détruit de l'intérieur. » Milo sentit sa poitrine se comprimer, son souffle se bloquer. Pendant toutes ces années, il avait espéré, rêvé, imaginé qu'elle ressentait la même chose. Mais entendre ces mots prononcés à voix haute, avec tant de passion et de vulnérabilité, était plus bouleversant que tout ce qu'il avait pu imaginer. « Je t'aime aussi », murmura-t-il, sa voix rauque d'émotion. « Je t'ai toujours aimé, depuis le premier jour. Tu es la raison pour laquelle je me réveille chaque matin, la raison pour laquelle j'ai continué à vivre après avoir tout perdu. Tu es mon étoile dans les ténèbres, Séraphine. » Leurs visages se rapprochèrent lentement, inexorablement, comme attirés par une force magnétique irrésistible. Les lèvres de Milo effleurèrent celles de Séraphine avec une douceur infinie. Un premier contact timide et révérencieux. Puis le baiser s'approfondit, devenant plus intense, plus désespéré, chargé de toutes les années d'amour contenu, de désirs réprimés, de peur de se perdre. Les bras de Séraphine s'enroulèrent autour du cou de Milo, ses doigts se perdant dans ses cheveux, tandis que lui la serrait contre lui comme si elle était l'air dont il avait besoin pour respirer. Quand ils se séparèrent finalement, haletants, leurs fronts se touchant, Milo sentit des larmes couler sur ses propres joues. « Je te promets », murmura-t-il avec une ferveur qui venait du plus profond de son âme. « Je te promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour gagner ce tournoi. Pour toi, pour nous. » Séraphine hocha la tête, incapable de parler, ses mains encadrant tendrement le visage de Milo. Ils s'embrassèrent de nouveau, plus doucement cette fois, savourant chaque seconde de cette intimité volée. C'est alors qu'un bruit les figea tous les deux. Des pas lourds et réguliers qui résonnaient dans le couloir adjacent. Des voix d'hommes se rapprochaient, les gardes de la ronde nocturne. Séraphine et Milo se séparèrent brusquement, leurs yeux élargis par la panique. Si on les trouvait ensemble, seuls, dans cette salle cachée en pleine nuit, même la protection du roi ne pourrait pas empêcher le scandale. Séraphine serait immédiatement mariée au prince d'Aralion pour sauver l'honneur royal, et Milo serait banni ou pire. « Va !» chuchota Séraphine avec urgence, poussant Milo vers une porte dérobée dissimulée derrière l'une des tapisseries. « Vite !» Milo hésita une fraction de seconde, déchiré entre le désir de rester et la nécessité de partir. Les voix se rapprochaient dangereusement. Séraphine lui donna un dernier baiser rapide. L'aube se levait à peine sur Valençeuil, lorsque Milo se glissa hors de sa chambre, déterminé à percer les secrets qui entouraient ce tournoi. La nuit avait été courte et agitée, hantée par le souvenir des lèvres de Séraphine sur les siennes et par la promesse qu'il lui avait faite. 2 jours. Il ne lui restait que 2 jours avant que sa vie ne bascule définitivement, et une intuition tenace lui soufflait que quelque chose clochait dans toute cette affaire. Le message anonyme glissé sous sa porte aux premières lueurs du jour n'avait fait que confirmer ses soupçons. Les mots tracés d'une écriture hâtive dansaient encore devant ses yeux. Le tournoi est une farce. Les vainqueurs sont déjà choisis. Cherche la vérité dans le campement des chevaliers. Qui avait écrit ces mots? Et surtout, pourquoi l'avertir lui? Milo traversa la cour intérieure du château, adoptant la démarche nonchalante du bouffon que tout le monde connaissait. Personne ne prêtait attention à lui, ce qui avait toujours été son plus grand atout. Il était invisible aux yeux des puissants, un simple amuseur dont la présence était aussi banale que les pierres des murailles. Mais ce matin, cette invisibilité allait servir un but bien différent. Le campement des participants au tournoi s'étendait dans les champs au-delà des remparts du château. Des dizaines de tentes aux couleurs vives flottaient sous la brise matinale, et l'air résonnait déjà du bruit métallique des armes qu'on affûtait et des ordres aboyés par les écuyers. Milo observa la scène depuis une petite élévation, repérant rapidement la tente la plus imposante, celle ornée de l'emblème du lion d'or, la tente de Sir Aldren, le grand favori du tournoi. Sir Aldren était un homme impressionnant de 30 ans,
à la carrure massive et au visage taillé dans le granit. Champion de 5 tournois précédents, il était adulé par le peuple et respecté par la noblesse. Sa réputation de guerrier invincible n'était égalée que par son arrogance légendaire. Milo l'avait observé à de nombreuses reprises lors des banquets royaux, remarquant la façon dont il regardait les autres avec un mépris à peine dissimulé, comme s'ils étaient tous indignes de respirer le même air que lui. Profitant d'un moment où les écuyers étaient occupés ailleurs, Milo se faufila entre les tentes, son cœur battant la chamade. Il devait découvrir ce qui se tramait vraiment. S'approchant de la tente de Sir Aldren, il colla son oreille contre la toile épaisse. Des voix masculines lui parvinrent, étouffées mais audibles. « Tout est arrangé comme convenu », disait une voix rauque que Milo ne reconnut pas. Les 3 premières épreuves sont conçues pour favoriser les guerriers de grande taille et de force brute. Vous passerez sans difficulté, Sir Aldren. Et les juges ? Répondit la voix grave et autoritaire d'Aldren. Peut-on leur faire confiance pour évaluer les performances, comme nous l'avons prévu ? 2 d'entre eux ont déjà reçu leur compensation. Le 3e est le cousin du comte Ravenswood, qui vous doit allégeance depuis que vous avez sauvé son fils l'année dernière. Il votera en votre faveur sans même avoir besoin d'être soudoyé. Un rire cynique s'éleva. Parfait. Cette mascarade de tournoi sera vite terminée, et j'aurai enfin ce qui m'est dû, la main de la princesse et l'influence politique qui vient avec. Le vieux Godric croit pouvoir manipuler le destin avec ses lois anciennes, mais il découvrira que certains destins sont écrits à l'avance. Milo sentit son sang se glacer dans ses veines. La corruption allait bien au-delà de ce qu'il avait imaginé. Ce n'était pas juste un tournoi truqué, c'était une conspiration élaborée impliquant des juges, des nobles et probablement d'autres personnes influentes à la cour. Le roi savait-il ? Était-ce pour cela qu'il avait inscrit Milo, espérant qu'un outsider pourrait déjouer ses plans ? Et ce pathétique bouffon qui s'est inscrit ? Demanda la voix rauque avec un ricanement méprisant. Milo, c'est ça ? Les paris circulent déjà dans les tavernes. Certains parient sur combien de temps il tiendra avant de s'effondrer en pleurs. Laissez-le participer, répondit Aldren avec indifférence. Sa présence ne fera qu'ajouter à mon triomphe. Quand je le vaincrai devant toute la cour, cela prouvera définitivement que seuls les vrais guerriers méritent des récompenses royales. Ce sera une leçon d'humilité pour tous ces romantiques stupides qui croient encore aux contes de fées. Milo dut mordre sa lèvre jusqu'au sang pour ne pas laisser échapper un cri de rage. Ses poings se serrèrent si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes. Mais au-delà de la colère brûlante qui l'envahissait, son esprit calculait déjà. Si les 3 premières épreuves étaient conçues pour favoriser la force brute, cela signifiait que les épreuves suivantes devaient évaluer d'autres qualités. Le roi avait dit que le tournoi testerait l'intelligence, la stratégie, le courage. Il fallait juste survivre aux 3 premières épreuves. Un mouvement soudain à sa gauche le fit sursauter. Un écuyer sortait d'une tente voisine, portant une bassine d'eau. Milo se figea, mais l'homme ne le remarqua pas, trop occupé dans ses tâches. Le bouffon profita de cette distraction pour s'éloigner rapidement de la tente d'Aldren, son cœur battant à tout rompre. Il passa l'heure suivante à observer discrètement les autres participants. Il y avait une vingtaine de chevaliers et guerriers inscrits, chacun avec sa propre histoire, ses propres motivations. Certains cherchaient simplement la gloire, d'autres étaient là par ambition politique, quelques-uns semblaient véritablement honorables. Mais au fil de ses observations, Milo remarqua des détails troublants. 3 des participants les plus redoutables, Sir Aldren, Sir Brennan et Lord Cassius, se retrouvaient régulièrement dans une petite tente à l'écart du campement principal. Leurs conversations étaient toujours brèves et discrètes, mais l'atmosphère de conspiration était palpable. Milo parvint à s'approcher suffisamment pour capter quelques bribes de leurs échanges. « Le bouffon ne survivra pas à la première épreuve », murmurait Sir Brennan, un homme aux cheveux roux et à la cicatrice qui barrait sa joue gauche. « Il n'a jamais tenu une épée de sa vie. »« Ne le sous-estimez pas », répliqua Lord Cassius d'un ton pensif. « Le roi ne l'aurait pas inscrit sans raison. Godric est rusé comme un renard. Il a quelque chose en tête. »« Qu'importe », trancha Aldren. « Rusé ou pas, le bouffon n'a aucune chance réelle. Et si par miracle il devait progresser trop loin ?» Il laissa sa phrase en suspens, mais le regard froid qu'il échangea avec ses complices en disait long.
Milo comprit qu'il n'hésiterait pas à recourir à des méthodes plus directes si nécessaire. Le soleil était maintenant haut dans le ciel lorsque Milo décida de retourner au château. Il avait rassemblé suffisamment d'informations, mais au lieu de le décourager, ce qu'il avait découvert l'avait galvanisé d'une détermination nouvelle. Sir Aldren et ses complices croyaient avoir tout prévu, mais ils avaient commis une erreur fondamentale. Ils le sous-estimaient complètement. Alors qu'il s'apprêtait à quitter le campement, une main ferme se posa soudainement sur son épaule. Milo se retourna brusquement, le cœur bondissant dans sa poitrine pour se retrouver face à Sir Aldren lui-même. Le chevalier le dominait de toute sa hauteur, ses yeux gris fixés sur lui avec un mélange d'amusement et de mépris. « Tiens, tiens !» dit Aldren d'une voix traînante. « Le petit bouffon vient observer ses futurs vainqueurs. Que fais-tu ici, exactement ?» Le jour du tournoi se leva dans une explosion de couleurs et de sons qui transformèrent Valencey en un véritable théâtre à ciel ouvert. Les bannières royales claquaient au vent, les trompettes sonnaient avec éclat, et une foule immense convergeait vers le grand terrain d'épreuve, aménagé dans la plaine, au pied du château. Des milliers de spectateurs s'entassaient sur les gradins de bois construits spécialement pour l'occasion, leur excitation palpable créant une atmosphère électrique. Marchands ambulants criaient leurs marchandises, enfants couraient entre les jambes des adultes, et partout résonnaient des rires, des conversations animées et des spéculations sur l'issue du tournoi. Milo se tenait dans la tente réservée aux participants, ses mains tremblant légèrement tandis qu'il ajustait la tunique simple qu'on lui avait fournie. Contrairement aux autres concurrents qui arboraient des armures étincelantes et des armes finement ciselées, il ne possédait qu'une épée d'entraînement basique et une protection de cuir léger. Autour de lui, les chevaliers l'ignoraient totalement ou lui jetaient des regards moqueurs. Sir Aldren, magnifique dans son armure dorée ornée du lion rugissant, passa près de lui sans même daigner le regarder, comme si Milo n'était qu'un insecte insignifiant. Un héros royal entra dans la tente et annonça d'une voix forte « Messieurs, le roi et la cour royale ont pris place. Les épreuves vont commencer. Que tous les participants se présentent dans l'arène. » Le cœur de Milo bondit dans sa poitrine. C'était le moment. Il suivit les autres guerriers à l'extérieur et fut immédiatement assailli par le rugissement assourdissant de la foule. Des milliers de visages se tournèrent vers eux, certains acclamant leurs favoris, d'autres riant ouvertement en voyant le bouffon parmi les concurrents. Milo sentit ses joues s'empourprer de honte, mais il força ses jambes à continuer d'avancer. Sur l'estrade royale, somptueusement décorée de velours pourpre et d'or, le roi Godric trônait dans toute sa majesté. À sa droite se tenait Séraphine, resplendissante dans une robe de soie blanche brodée de perles qui captait la lumière du soleil. Ses cheveux étaient relevés en une coiffure élaborée, révélant son cou gracile et ses épaules délicates. Lorsque son regard croisa celui de Milo, elle ne put dissimuler l'angoisse qui assombrissait ses yeux verts. Ses mains étaient crispées sur les accoudoirs de son siège, ses jointures blanches trahissant sa tension. Le roi se leva, et un silence immédiat tomba sur l'assemblée. Sa voix puissante porta jusqu'aux confins de la plaine. « Nobles citoyens de Valencey, nous sommes réunis aujourd'hui pour un événement historique. Ces 20 braves guerriers vont s'affronter dans des épreuves qui testeront non seulement leur force, mais aussi leur intelligence, leur courage et leur noblesse de caractère. Le vainqueur aura l'honneur d'épouser ma fille, la princesse Séraphine, et deviendra prince consort de notre royaume. » La foule explosa en acclamations. Milo vit Séraphine fermer brièvement les yeux, comme si elle priait. Le roi reprit. La première épreuve est celle de la traverse périlleuse. Les participants devront franchir un parcours d'obstacles conçu pour évaluer leur agilité, leur endurance et leur capacité à surmonter la peur. Milo observa le parcours qui s'étendait devant eux avec un mélange de terreur et de fascination. Il y avait une série de poutres étroites, suspendues au-dessus de fosses boueuses, des murs à escalader, des filets à traverser, et finalement, une corde tendue au-dessus d'un bassin d'eau glacée. Ce n'était pas une épreuve de force pure, réalisa-t-il avec un soulagement mêlé d'espoir. C'était une épreuve d'équilibre et de détermination. Sir Aldren fut le premier à s'élancer, et la foule rugit son approbation. Le chevalier traversa le parcours avec une efficacité brutale, utilisant sa force pour compenser parfois son manque de grâce.
Il termina en un temps respectable, mais Milo nota qu'il avait failli tomber 2 fois sur les poutres étroites. D'autres participants suivirent, certains réussissant brillamment, d'autres échouant lamentablement sous les rires de la foule. Puis vint le tour de Milo. Lorsque le héros annonça son nom, un silence stupéfait tomba sur l'assemblée, rapidement remplacé par des ricanements et des moqueries. « Le bouffon va participer », criaient certains. « Qu'on lui donne des clochettes pour qu'il nous amuse en tombant », lança un autre, déclenchant une vague de rire. Milo sentit ses oreilles brûler de honte, mais il refusa de baisser les yeux. Il chercha Séraphine du regard et la trouva debout, les mains jointes devant sa poitrine, les yeux brillants de larmes contenues. Sur ses lèvres, il lut un seul mot : courage. Quelque chose se brisa en lui à cet instant. Toutes les moqueries, tous les doutes, toute la peur s'évaporèrent, remplacés par une détermination d'acier. Il s'élança sur le parcours, et ce qui se produisit ensuite stupéfia l'assemblée tout entière. Milo ne possédait pas la force brute d'Aldren, mais il possédait quelque chose que des années de jonglerie, d'acrobatie et de numéros de bouffonnerie lui avaient donné, un équilibre parfait et une agilité extraordinaire. Il traversa les poutres étroites avec la grâce d'un danseur, ses pieds trouvant instinctivement les points d'appui parfaits. Là où les chevaliers lourds avaient dû ralentir, lui volait presque, son corps léger transformant chaque obstacle en opportunité. Le silence de la foule se transforma graduellement en murmure d'étonnement, puis en acclamation incrédule. Milo escalada le mur avec une rapidité surprenante, utilisant des prises que les autres n'avaient même pas remarquées. Sur la corde au-dessus du bassin, là où plusieurs participants étaient tombés, il avança avec une assurance qui laissa l'assistance bouche bée. Lorsqu'il franchit la ligne d'arrivée, haletant mais triomphant, le chronométreur annonça son temps d'une voix incrédule. Il avait terminé 3e, dépassant la plupart des chevaliers expérimentés. La foule explosa en une ovation assourdissante. Le petit bouffon venait de leur offrir un spectacle inattendu. Sur l'estrade royale, Séraphine s'était levée, les larmes ruisselant librement sur ses joues, un sourire radieux illuminant son visage. Le roi Godric, lui-même, ne put dissimuler un sourire satisfait. Mais Milo ne manqua pas le regard meurtrier que Sir Aldren lui lançait depuis l'autre bout de l'arène. La 2e épreuve fut annoncée, l'énigme du stratège. Les participants devaient résoudre une série de casse-têtes complexes impliquant des déplacements de pièces sur un échiquier géant, chaque solution révélant la suivante. C'était une épreuve d'intelligence pure, et Milo vit plusieurs guerriers massifs suer d'anxiété. Ici encore, Milo surprit tout le monde. Ses années passées à divertir la cour lui avaient donné accès à la bibliothèque royale, où il avait dévoré des livres de stratégie et de logique. Il résolut les énigmes avec une rapidité qui stupéfia les juges, terminant 2e derrière un jeune chevalier studieux mais devant Sir Aldren qui avait visiblement lutté. La 3e épreuve, celle de la bravoure face à l'inconnu, exigeait que chaque participant entre seul dans une grotte obscure et en rapporte un objet spécifique sans lumière pour se guider. L'obscurité totale, les bruits étranges qui résonnaient dans les profondeurs, tout était conçu pour terroriser. Plusieurs chevaliers ressortirent précipitamment, incapables de surmonter leur peur. Milo, qui avait grandi dans les rues sombres après la mort de ses parents, qui avait connu la terreur de la solitude et de l'obscurité, puisa dans ses souvenirs douloureux. Il avança dans le noir absolu, son cœur battant certes avec force, mais ses pas restant fermes. Il rapporta l'objet demandé. Le crépuscule enveloppait Valençay d'un voile orange et pourpre tandis que le héros royal se préparait à annoncer les résultats finaux du tournoi. La tension dans l'air était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Des milliers de spectateurs retenaient leur souffle, les yeux rivés sur l'estrade où se tenaient les 3 finalistes. Sir Aldren, arrogant et sûr de sa victoire, malgré ses performances inégales. Sir Brennan, qui avait été éliminé lors de la dernière épreuve. Et contre toute attente, Milo, le bouffon qui avait défié tous les pronostics. Les 6 épreuves avaient été épuisantes, chacune poussant les participants dans leurs retranchements les plus profonds. Milo sentait chaque muscle de son corps hurler de douleur. Ses mains étaient couvertes d'ampoules et de coupures, et son esprit était engourdi par l'effort mental constant. Mais il tenait debout, tremblant mais digne, conscient que les yeux de tout le royaume étaient fixés sur lui.
Séraphine se tenait à la droite du roi, ses doigts agrippant si fort l'accoudoir de son siège que ses jointures étaient d'un blanc livide. Son visage, normalement si composé et royal, trahissait ouvertement son angoisse. Elle n'avait pas quitté Milo des yeux de toute la journée, vivant chaque épreuve avec lui, retenant son souffle à chaque obstacle, priant silencieusement pour sa sécurité et son succès. Le roi Godric se leva lentement, sa cape pourpre ondulant dans la brise du soir. Son visage était impénétrable, mais Milo, qui le connaissait désormais mieux, perçut une lueur étrange dans ses yeux. Le silence tomba sur l'assemblée, si profond qu'on entendait le crépitement des torches qu'on venait d'allumer tout autour de la reine. « Citoyens de Valençay », commença le roi, sa voix grave résonnant dans le silence. « Nous avons été témoins aujourd'hui d'exploits remarquables, de courage, d'intelligence et de détermination. Certains résultats ont confirmé nos attentes. » Il marqua une pause significative, son regard balayant la foule. Et d'autres ont bouleversé tout ce que nous croyions savoir sur la vraie nature de la force. Un murmure parcourut l'assemblée. Sir Aldren redressa les épaules, un sourire satisfait sur les lèvres, certain que le roi faisait référence à lui. Mais quelque chose dans le ton du monarque aurait dû l'alerter. « Les juges ont délibéré », continua le roi, et Milo vit ses yeux se durcir imperceptiblement. Ils ont évalué non seulement les performances physiques, mais aussi l'intégrité démontrée par chaque participant. Car voyez-vous, mes amis, un tournoi royal n'est pas qu'une démonstration de prouesse, c'est un test de caractère. Le roi fit un geste, et un homme vêtu de la robe simple d'un clerc s'avança, portant un parchemin scellé. Milo reconnut avec un choc glacé le document qu'il avait vu dans le campement de Sir Aldren, celui qui listait les vainqueurs prédéterminés. Comment le roi l'avait-il obtenu ? Il a été porté à mon attention, déclara Godric d'une voix qui devint soudainement dure comme l'acier, que certains participants ont tenté de corrompre ce tournoi, que des arrangements ont été conclus avec des juges, que des épreuves ont été sabotées pour favoriser certains concurrents au détriment d'autres. Un silence de mort tomba sur la reine. Sir Aldren pâlit visiblement, ses yeux s'écarquillant de surprise et de peur. Dans les gradins, Milo aperçut Lord Cassius qui se levait précipitamment, cherchant manifestement à fuir, mais des gardes royaux lui barrèrent le passage. « Sir Aldren de Thornwick », continua le roi, son regard maintenant fixé impitoyablement sur le chevalier. « Vous êtes accusé de corruption, de conspiration et de trahison envers la couronne. Les preuves sont accablantes et irréfutables. »« C'est un mensonge », hurla Aldren, sa voix trahissant une panique croissante. « Une machination pour favoriser ce bouffon pathétique. Vous ne pouvez pas... » Silence. La voix du roi tonna comme un coup de tonnerre, faisant trembler les gradins eux-mêmes. « Vous osez m'interrompre ? Vous osez remettre en question mon jugement après avoir souillé un tournoi royal, après avoir tenté de manipuler le destin de ma propre fille ?» Le roi descendit de l'estrade, et malgré son âge, il dégageait une présence si imposante que plusieurs personnes dans la foule reculèrent instinctivement. « J'ai des témoins, Sir Aldren. Des témoins qui ont entendu vos conversations, qui ont vu l'or changer de main, qui peuvent attester de chaque élément de votre trahison. » Milo comprit soudainement. Le message anonyme, la facilité avec laquelle il avait pu espionner le campement, les informations qui lui étaient parvenues au bon moment. Le roi avait tout orchestré, utilisant Milo comme son pion sans même que le jeune homme ne s'en rende compte. C'était brillant et terrifiant à la fois. « Garde !» ordonna le roi. « Emmenez Sir Aldren et ses complices dans les cachots. Ils seront jugés conformément aux lois du royaume. » Des gardes en armure surgirent de toutes parts, encerclant Aldren qui tenta pathétiquement de résister avant d'être maîtrisé. Dans la foule, ce fut le chaos. Certains criaient à leur indignation face à la trahison d'Aldren, d'autres exprimaient leur choc, et plusieurs nobles semblaient terrifiés, se demandant sans doute si leur propre nom figurait sur la liste des conspirateurs. Séraphine s'était levée, une main pressée contre sa bouche, ses yeux écarquillés oscillant entre son père et Milo. Elle n'avait manifestement pas été informée de ce plan, et la révélation la bouleversait autant que le reste de l'assemblée. Le roi remonta sur l'estrade, attendant que le calme revienne progressivement. Lorsque le silence se réinstalla enfin,
Chargé d'une tension électrique, il reprit. Au vu de cette trahison, les résultats du tournoi ont été recalculés en excluant les épreuves qui avaient été compromises. Les juges honnêtes ont réévalué les performances basées uniquement sur le mérite réel. Milo sentit son cœur battre si fort qu'il craignit qu'il n'explose. C'était le moment. Tout ce pourquoi il s'était battu, toutes les humiliations endurées, tous les obstacles surmontés, tout convergeait vers cet instant unique. Le vainqueur du tournoi royal, annonça le roi, et le monde sembla s'arrêter de tourner. Celui qui a démontré non seulement des compétences extraordinaires, mais aussi une intégrité sans faille, celui qui a transformé ses faiblesses apparentes en force remarquable. Le roi marqua une pause qui sembla durer une éternité. Et Milo, bouffon de la cour de Valençay, le silence qui suivit fut si absolu qu'on aurait pu entendre une plume tomber. Puis, comme un barrage qui cède, l'arène explosa en un rugissement assourdissant. Certains criaient de joie, d'autres de stupéfaction, certains protestaient avec véhémence, mais la majorité acclamait ce retournement incroyable. Le petit bouffon, celui que tout le monde avait moqué, celui que personne n'avait pris au sérieux, venait de gagner le tournoi le plus important de l'histoire récente de Valençay. Milo ne pouvait pas bouger. Ses jambes refusaient de lui obéir. C'était impossible. C'était un rêve. Il allait se réveiller dans sa petite chambre de la tour nord et découvrir que tout cela n'avait été qu'une illusion cruelle. Mais les acclamations continuaient, de plus en plus fortes, et soudainement, Séraphine courait vers lui. Elle franchit l'espace qui les séparait avec une grâce désespérée, ses jupes de soie volant derrière elle, des larmes de joie ruisselant sur son visage radieux. Devant des milliers de témoins, devant la cour tout entière, elle se jeta dans les bras de Milo. Le soleil se levait sur Valençay en cette matinée qui devait changer à jamais le destin du royaume. La chapelle royale, magnifiquement ornée de guirlandes de roses blanches et de lys dorés, resplendissait sous les premiers rayons de lumière qui filtraient à travers ses vitraux multicolores. L'air embaumait l'encens et les fleurs fraîches, créant une atmosphère de solennité sacrée qui faisait battre les cœurs plus vite. Des centaines de nobles et de citoyens s'entassaient sur les bancs de bois cirés, leurs chuchotements excités résonnant contre les hautes voûtes de pierre. Milo se tenait devant l'autel, vêtu d'un pourpoint de velours bleu nuit brodé de fils d'argent que le roi lui-même avait fait confectionner. Ses mains tremblèrent légèrement, non pas de peur, mais d'une émotion si intense qu'elle menaçait de le submerger. À ses côtés se tenait Gaston, l'homme qui l'avait sauvé tant d'années auparavant, les yeux brillants de larmes de fierté. Le vieil artisan avait revêtu ses plus beaux habits et arborait un sourire qui illuminait son visage buriné. La nuit précédente avait été la plus longue de la vie de Milo. Après l'annonce stupéfiante de sa victoire, le chaos s'était emparé du royaume. Le roi avait dû faire face à une tempête de protestations de la part de certains nobles conservateurs qui refusaient d'accepter qu'un simple bouffon épouse la princesse héritière. Des messagers étaient partis au galop vers Aralion pour informer le prince déchu de la rupture des fiançailles, porteurs d'explications diplomatiques soigneusement rédigées et de généreux cadeaux destinés à apaiser l'affront. Mais ce qui avait véritablement scellé le destin de Milo, ce qui avait réduit au silence même les opposants les plus véhéments, c'était la révélation que le roi Godric avait faite lors d'une audience privée avec les membres du Conseil royal. Une révélation que Milo lui-même avait découverte dans un mélange de stupéfaction et de bouleversement émotionnel. Dans le cabinet royal, éclairé par les chandelles vacillantes, le roi avait posé devant Milo un vieux parchemin jauni par le temps. « Il y a quelque chose que tu dois savoir », avait dit Godric d'une voix chargée d'émotion. « Quelque chose que j'ai découvert il y a des années, mais que j'ai gardé secret pour ta protection. » Milo avait déroulé le document avec des mains tremblantes. C'était un registre de naissance, daté de 24 ans auparavant. Et là, écrit dans une calligraphie élégante, il avait lu des mots qui avaient fait chavirer son monde. Milo, fils de dame Élisabeth de Montclair et de lord Henri de Montclair, né de la lignée cadette de la maison royale de Valençay. Tes parents n'étaient pas de simples artisans, avait expliqué le roi, sa voix empreinte d'une tristesse ancienne. Ta mère était ma cousine, une dame de noble naissance qui avait épousé par amour un homme de rang inférieur. Ils avaient été bannis de la cour par mon père, le vieux roi, pour cette transgression.
Ils ont vécu dans l'anonymat, refusant de révéler leur véritable identité, même après la mort de mon père, par fierté et par principe. Quand ils sont morts dans l'incendie, j'ai fait des recherches. J'ai découvert qui ils étaient vraiment et qui tu étais. Mais tu n'étais qu'un enfant traumatisé, et je craignais que cette révélation ne te détruise ou n'attire sur toi la jalousie des courtisans. Alors je t'ai laissé grandir en sécurité, sous la protection de Gaston, attendant le moment opportun. Milo avait écouté, pétrifié, incapable de traiter ces informations bouleversantes. Il avait du sang noble dans les veines. Il était apparenté à la famille royale. Tout ce temps, il avait été bien plus qu'un simple bouffon. Tu comprends maintenant pourquoi j'ai pu inscrire ton nom au tournoi sans provoquer une révolution immédiate, avait continué le roi. Tu es de lignée royale, même si cette lignée est cadette et bannie. Aux yeux de la loi, tu es éligible pour épouser Séraphine. Ton sang efface les objections protocolaires. Mais ce qui avait le plus touché Milo, ce n'était pas la révélation de son lignage. C'était ce que le roi avait dit ensuite. Cependant, ne te méprends pas, mon garçon. Ce n'est pas ton sang noble qui t'a fait gagner ce tournoi. C'est ton courage, ton intelligence, ton intégrité. C'est l'homme que tu es devenu malgré les tragédies et les humiliations. C'est l'amour que tu portes à ma fille, un amour pur et désintéressé. Le sang ne fait pas l'homme, Milo. Ce sont ses choix qui le définissent. Maintenant, debout devant l'autel, Milo sentait le poids de toute cette histoire sur ses épaules. Les grandes portes de la chapelle s'ouvrirent avec un grincement majestueux et un silence absolu tomba sur l'assemblée. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée. Séraphine apparut, et Milo sentit son souffle se bloquer dans sa poitrine. Elle était d'une beauté à couper le souffle, vêtue d'une robe de mariée en soie blanche immaculée, brodée de perles et de cristaux qui captaient la lumière comme des milliers d'étoiles. Ses cheveux noirs cascadaient en boucles élaborées sous un diadème de diamants et de roses blanches. Mais ce qui bouleversa Milo jusqu'aux larmes, ce n'était pas la magnificence de sa tenue ou l'éclat de ses bijoux. C'était le sourire radieux qui illuminait son visage, un sourire de bonheur pur et absolu, un sourire destiné uniquement à lui. Elle avança lentement dans l'allée centrale au bras de son père, et à chaque pas, Milo sentait son cœur se gonfler davantage. Lorsqu'elle arriva enfin à sa hauteur, le roi Godric posa solennellement la main de sa fille dans celle de Milo. Leurs doigts s'entrelacèrent, et dans ce simple contact, toute leur histoire se réverbéra. 10 ans de secrets, de rires partagés, de larmes versées, de rêves murmurés dans l'obscurité. L'archevêque commença la cérémonie d'une voix solennelle qui résonnait sous les voûtes de pierre. Les mots sacrés s'écoulaient autour d'eux, mais Milo et Séraphine ne voyaient que leurs yeux respectifs, perdus dans la profondeur de leur amour. Quand vint le moment des vœux, Milo parla d'une voix claire malgré l'émotion qui l'étranglait. « Séraphine, depuis le jour où une petite fille curieuse s'est cachée derrière des rideaux pour regarder un bouffon jongler, ma vie a eu un sens. Tu es ma lumière dans les ténèbres, mon courage quand je doute ma raison d'être. Je promets de t'aimer chaque jour avec la même intensité qu'aujourd'hui, de te protéger, de te chérir, et de construire avec toi un royaume où l'amour véritable triomphe des conventions. » Les larmes coulaient librement sur les joues de Séraphine, tandis qu'elle répondait « Milo, tu m'as montré que la vraie noblesse ne réside pas dans un titre mais dans le cœur. Tu as été mon ami, mon confident, mon refuge dans une vie dorée mais solitaire. Je promets de t'aimer avec toute la passion de mon âme, de me battre à tes côtés contre tous les obstacles, et de créer ensemble une histoire d'amour qui inspirera les générations futures. Par le pouvoir qui m'est conféré, déclara l'archevêque avec gravité, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. » Milo prit délicatement le visage de Séraphine entre ses mains et l'embrassa avec une tendresse infinie. Un baiser qui contenait toutes les années d'attente, toute la douleur surmontée, tout l'espoir réalisé.